À Memphis, au Tennessee, un crime horrible terrifie la population. Même si les habitants n'ont pas été témoins de l'enlèvement d'une jeune mère, ils sont tous affectés par cette perte. Les autorités locales se mettent à la recherche de l'auteur de cet homicide. Plusieurs suspects disposent d'un mobile. Ce meurtre n'est-il que le résultat d'un malheureux hasard ou le fruit d'une minutieuse planification? Tunica County au Mississippi se trouve juste au sud de Memphis au Tennessee. C'est la troisième plus importante destination des amateurs de casinos. Shannon Sanderson, 25 ans, y allait fréquemment depuis quelque temps. Le 19 avril 1996, cette femme de Memphis se rendit à son établissement favori. La soirée allait bon train. Au blackjack, elle avait réussi à faire de sa mise de 500 $ un magot de 5000 $. À 3h30 du matin, elle échangea ses jetons contre de l'argent et décida de rentrer chez elle. Quand les joueurs remportent de grosses sommes, la plupart des casinos leur offrent un service d'accompagnement jusqu'à leur auto. Ce casino ne faisait pas exception à la règle. Shannon avait ensuite 1 heure d'auto à faire avant d'arriver à Memphis par des petites routes isolées. Elle connaissait bien la route. Elle adorait gagner, mais elle pouvait se permettre de perdre. Moins d'1 an plus tôt, elle avait épousé son patron, un multimillionnaire de 33 ans, son aîné. Plus tôt dans la soirée, elle avait déposé ses 3 jeunes enfants nés d'un mariage précédent chez leurs grands-parents au nord-est de Memphis. Il était environ 4h45 du matin lorsque Shannon gara son auto dans l'allée de ses ex-beaux-parents pour prendre ses enfants. Dans la maison, le couple fut réveillé par un cri perçant. L'ex-beau-père de Shannon s'approcha de la fenêtre et la vit se débattre avec quelqu'un qui portait une casquette de baseball. Il sortit pour aller l'aider. Des voisins entendirent également des cris et furent témoins de l'enlèvement. En quelques secondes à peine, cette mère de 3 enfants avait été enlevée à moins de 20 mètres de la porte d'entrée. L'ex-beau-père appela immédiatement le service d'urgence. Des policiers de Memphis furent dépêchés sur les lieux. Dans les cas d'enlèvement, une réponse rapide peut faire toute la différence. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivèrent sur place et interrogèrent l'ex-beau-père de Shannon. Le capitaine de la police Richard David Rawlson, alors sergent, se rappelle cet homme ébranlé qui faisait de son mieux pour décrire la scène dont il avait été témoin. L'homme a entendu du boucan et il a vu une voiture s'éloigner. Au même moment, d'autres voisins ont également entendu le bruit et regardé dehors. Ils ont vu la voiture qui partait. Ils nous ont donné une description du conducteur et de son véhicule. Malgré la faible lueur de l'aube, les témoins étaient tous d'accord sur le fait que le conducteur portait une casquette rouge. Mais la description de son véhicule variait. Certains croyaient que c'était une voiture sport d'une couleur foncée. L'un d'eux croyait avoir reconnu une Chevrolet Beretta de couleur bordeaux. Malheureusement, personne ne pouvait fournir une description du visage de l'individu. Sur l'allée, à proximité de la rue, les policiers trouvèrent 2 boutons en métal qui avaient vraisemblablement été arrachés des vêtements de Shannon. Non loin de là, on trouva un ongle artificiel.
On fouilla la voiture de la victime, mais il n'y avait aucune indication sur l'identité du ravisseur, ni sur l'endroit où Shannon pouvait se trouver. Son ex-beau-père donna à la police le nom du casino qu'elle et son nouveau mari fréquentaient. L'établissement confirma qu'elle y était bien allée et qu'elle avait remporté la somme de 5 000 $, mais on fut bien incapable de dire avec qui elle s'y trouvait. Plus tard, au cours de la journée, la nouvelle de cette mère de 3 enfants enlevée à quelques pas seulement de l'endroit où il dormait secoua la population, selon le procureur du district de Memphis, Jerry Kitchen. Shannon semblait prendre l'éducation de ses enfants très au sérieux, puisqu'elle était rentrée à Memphis pour aller les chercher et s'assurer qu'ils ne manqueraient pas un jour d'école. La police de Memphis interrogea ensuite l'ex-mari de Shannon, le père de leurs 3 enfants. Il était à son lieu de travail lorsque Shannon avait été enlevée devant la maison de ses parents. Bien que leur relation ait été plutôt orageuse, ils avaient été mariés pendant près de 8 ans. Ils avaient finalement divorcé après que Shannon soit tombée amoureuse de son mari actuel. Même s'il avait un alibi solide, les policiers étaient hésitants à l'éliminer de la liste des suspects si tôt dans l'enquête. Qui sait pourquoi les gens divorcent? Mais j'ai rarement entendu parler d'un bon divorce. Elle lui faisait payer une pension même si elle était mariée à un homme fortuné. Les policiers s'adressèrent à son nouveau mari pour en savoir davantage. Puisqu'il était millionnaire, Shannon pouvait avoir été enlevé par des ravisseurs qui souhaitaient demander une rançon. Mais le mari n'avait reçu aucun appel téléphonique ni demande de rançon. Il avait été réveillé à 5 heures du matin par la police lui apprenant la nouvelle de l'enlèvement de sa femme et il en avait été très affecté. Malheureusement, la dernière fois qu'il s'était parlé, c'était la veille pour se disputer. Il célébrait son 58e anniversaire. Ses filles d'un mariage précédent lui avaient rendu visite ce soir-là. Shannon avait d'autres plans en tête car elle prévoyait l'emmener au casino. Hi, sweetie. Après avoir déposé ses enfants, elle l'avait appelé pour lui dire qu'elle venait le chercher. Il lui avait alors répondu qu'il n'était pas prêt. Ses filles étaient encore là et il désirait passer un peu de temps avec elles avant de sortir. Cela rendit Shannon furieuse. Selon son mari, elle pensait qu'il la faisait passer après ses enfants. Il lui répondit qu'il pouvait être prêt dans une demi-heure, mais elle lui raccrocha la ligne au nez. Il espérait qu'après s'être calmée, elle reviendrait sur sa décision et viendrait le chercher. Il essaya de l'appeler plus tard, mais n'obtint pas de réponse. Les policiers lui demandèrent ensuite qui, à son avis, aurait pu en vouloir à la vie de Shannon. Le mari mentionna un ex-petit ami contre lequel Shannon avait porté plainte pour harcèlement 1 an plus tôt. Il croyait que cet homme possédait une Chevrolet Beretta. Au poste de police, les agents fouillèrent leur base de données mais découvrirent qu'aucun des membres de la famille de l'ex-petit ami, ni lui, ne possédait de Beretta. On effectua une vérification de ses antécédents pour constater qu'un juge avait effectivement ordonné à cet ex-amant de couper tout contact avec Shannon pendant 1 an. Les enquêteurs se rendirent chez lui pour l'interroger, mais il était absent. De plus, il ne s'était pas présenté au travail. Sa sœur habitait le même quartier, soit à quelques pâtés de maison seulement de l'endroit où Shannon avait été enlevée. Elle déclara avoir vu une voiture suspecte passer devant chez elle la nuit du crime. Elle était dehors, sur sa galerie, lorsqu'elle avait aperçu une Chevrolet Beretta prendre de la vitesse en quittant le quartier. Au début, elle n'avait pas reconnu le conducteur, mais lorsqu'elle avait vu le visage du mari multimillionnaire de la victime aux nouvelles, elle avait été convaincue qu'il s'agissait de lui. Les policiers de Memphis, qui avaient d'abord pensé que l'enlèvement de Shannon était une affaire de rançon, devaient maintenant tenir compte de cette autre hypothèse. La police de Memphis demanda au mari de Shannon de fournir une déposition formelle.
Son avocat à ses côtés, il parla au détective de sa relation avec Shannon. Les policiers savaient déjà qu'il l'avait rencontrée alors qu'elle était encore mariée. Here's your coffee, sir. Be careful, it's really hot. Elle travaillait pour lui, mais bientôt, leur relation devint plutôt intime. Leur idylle les avait menés au mariage. La magie n'avait toutefois pas duré longtemps. 9 mois plus tard, ils avaient négocié une entente post-nuptiale dans l'éventualité où leur relation orageuse en viendrait à se terminer. Tous deux avaient déjà connu le divorce et Shannon voulait être sûre qu'elle conserverait la garde de ses enfants. Ils avaient conclu cette entente seulement 10 jours avant sa disparition. Le mari de Shannon ne manqua pas de souligner que c'était sa femme qui avait insisté pour signer cette entente. Il ajouta que l'argent n'était pas source de conflit entre eux puisqu'ils avaient des comptes bancaires séparés. À la demande des policiers, le mari accepta de refaire sa déposition, mais cette fois-ci à l'aide d'un détecteur de mensonges. Pour ne rien laisser au hasard, les policiers vérifièrent également auprès des morgues de la ville, des prisons et des hôpitaux. Mais après une semaine, il n'avait toujours aucun indice sur l'endroit où Shannon pouvait se trouver. Les policiers de Memphis reçurent également des dizaines d'appels téléphoniques. Même si la plupart des gens voulaient bien faire, leur démarche ne menait à rien. Malgré tout, il fallait examiner toutes les pistes. L'un de ces appels venait d'une certaine Sharon Powers qui vivait à Clarksdale au Mississippi, à 125 km au sud de Memphis. On avait parlé de l'enlèvement dans les journaux et aux nouvelles et donné une description de la voiture. Cette femme a contacté le service de police de Memphis en disant qu'elle croyait son mari impliqué à cause de la description de cette voiture. Elle déclara à la police que son mari Lee correspondait à la description du suspect. Le jour du crime, il portait une casquette rouge et il avait quitté la ville à bord de sa Chevrolet Beretta rouge pour rendre visite à sa mère. La femme ajouta qu'elle s'était disputée avec lui avant son départ. Les policiers lui demandèrent de les appeler dès que son mari rentrerait à la maison. Mais cette piste ne semblait guère plausible. Cette histoire ressemblait plus à une dispute conjugale qu'à autre chose. Après 2 semaines de recherche, les enquêteurs n'avaient fait aucun progrès pour retrouver la trace de cette mère de 3 enfants. Sa famille s'accrochait à l'espoir qu'elle soit toujours en vie. Au printemps 1996, la police de Memphis était toujours à la recherche de Shannon Sanderson, 25 ans, enlevée devant la maison de ses ex-beaux-parents. Les enquêteurs n'avaient obtenu aucun indice en interrogeant son mari, ses anciens amants et les gens du quartier. Dans une enquête, on commence par essayer d'éliminer de la liste des suspects les personnes de l'entourage immédiat de la victime. Après plus de 2 semaines de recherche, le capitaine Richard David Rawlson de la police de Memphis craignait d'avoir épuisé le temps dont il disposait pour retrouver Shannon. À cause de tous ses anciens amis et amants, nous n'avions pas la moindre idée de ce qui s'était produit. Mais les jours passaient et nous savions que nos chances de la retrouver en vie étaient de plus en plus minces. Le 6 mai, l'ex-petite amie de Shannon vint enfin au poste pour subir un interrogatoire. L'année au cours de laquelle on lui avait interdit de s'approcher de Shannon venait de se terminer. Il déclara qu'au moment de l'enlèvement, il dormait chez sa mère. Il refusa de se soumettre au détecteur de mensonges tant qu'il n'en aurait pas discuté avec son avocat. Il ne pouvait être écarté de la liste des suspects. Mais comme le mari de Shannon, on ne disposait d'aucune preuve pour le disculper ou l'inculper de la disparition. Puis, le 9 mai, on dépêcha des policiers du bureau du shérif de DeSoto County au Mississippi à un terrain en pleine campagne, dans la localité d'Eudora, à 65 km au sud de Memphis. Un couple qui inspectait sa nouvelle propriété avait remarqué une forte odeur pestilentielle.
Par la suite, il avait trouvé le corps d'une femme en décomposition. Les experts en scène de crime de DeSoto County quadrillèrent le terrain avant de le fouiller. Méthodiquement, ils se mirent à la recherche de tout indice potentiel. Ils étiquetèrent et notèrent tous les éléments trouvés à mesure qu'ils se rapprochaient du corps. À 5 mètres, ils trouvèrent un escarpin. Plus près encore, ils en trouvèrent un autre. Pendant ce temps, le shérif de DeSoto examina ses dossiers. Personne ici n'avait signalé la disparition d'une femme. Il élargit son champ de recherche pour y inclure des villes plus importantes de la région. Lorsqu'il contacta les autorités de Memphis, il apprit que Shannon Sanderson, une mère de 3 enfants d'à peine 25 ans, était portée disparue depuis plus de 2 semaines. Les agents de DeSoto obtinrent alors sa description physique. Elle était blonde, mesurait 1,60 m et pesait 59 kg. Elle avait un petit tatouage, portait une robe et des escarpins, de même qu'une veste ornée de boutons en métal. Elle avait de faux ongles roses. Cette description concordait avec le corps découvert. Maintenant, on devait pratiquer une autopsie pour confirmer l'identité de la victime et établir la cause de sa mort. Dans son rapport, le médecin légiste nota qu'elle avait été tuée par un projectile de calibre 25 à la tempe droite. On retira ses vêtements et on les conserva en vue d'y prélever des micro-indices que le meurtrier aurait pu y laisser. Le corps, dont la mort remontait à 2 ou 3 semaines, était dans un état de décomposition trop avancé pour qu'on puisse reconnaître le visage de la victime. Mais au-dessus de son sein gauche, les experts remarquèrent un petit tatouage encore visible. Il y était écrit « I love you, Robert ». Shannon Sanderson avait un tel tatouage à cet endroit. Le médecin légiste compara ensuite les radiographies dentaires effectuées lors de l'autopsie à celles de Shannon. L'identité de la victime fut confirmée. Il s'agissait bien du corps de Shannon Sanderson. Par conséquent, l'enlèvement était maintenant devenu une affaire d'homicide. À Memphis, on confia le cas à l'assistant du procureur, Jerry Kitchen. Sa première tâche consisterait à éliminer le plus de suspects possible de la liste établie par les enquêteurs depuis les 3 dernières semaines. Ici, à Memphis, il est plutôt rare que nous soyons aux prises avec ce que j'appellerais des cas mystères, c'est-à-dire des cas où nous ne parvenons pas à trouver rapidement un suspect et à l'arrêter après le fait. Mais dans ce cas-ci en particulier, nous étions face à ce problème, c'est-à-dire que de nombreux suspects potentiels pouvaient avoir joué un rôle dans l'enlèvement et le meurtre de cette victime. L'assistant du procureur commença par appeler le bureau d'enquête du Tennessee pour leur demander de procéder à des examens polygraphiques en vue d'éliminer des suspects. Bien sûr, dans ce type d'affaires, nous devons toujours tenir compte des parents et connaissances ou des maris. En fait, de toute personne avec qui la victime a eu des relations et qui, après coup, peut devenir une source de dispute ou de violence. Les autorités du Tennessee soumirent plusieurs des amis de Shannon à un examen. Ils leur demandèrent notamment où ils se trouvaient lors de l'enlèvement. Ils leur demandèrent également sans détour s'ils avaient enlevé ou tué Shannon. Tous le nièrent catégoriquement. Le test confirmait leurs assertions. Les enquêteurs corroborèrent ensuite leurs alibis et les éliminèrent un à un de la liste de suspects. Parmi les personnes soumises à l'examen se trouvait la femme qui affirmait avoir vu le mari de Shannon dans le quartier quelques moments avant l'enlèvement au volant d'une Beretta Bordeaux. C'était le même genre de véhicule que celui décrit par les autres témoins qui avaient vu l'enlèvement de Shannon. Le test permit d'établir que la femme mentait. Même si ce faux témoignage disculpait le mari de Shannon, il n'en restait pas moins que la relation de la victime avec lui fut orageuse. Les policiers espéraient établir une fois pour toutes s'il était impliqué ou non dans le crime.
Le crime avait été commis à 4 heures du matin. Le mari de la victime nous avait dit qu'il était au lit, seul. Et il n'avait donc pas d'alibi solide. C'était difficile de passer par-dessus ce fait, parce qu'il nous était impossible de vérifier s'il disait vrai. Nous n'avions pas d'autre choix que de le croire. Les enquêteurs demandèrent au mari de Shannon de se soumettre au détecteur de mensonges. Sur les conseils de son avocat, il refusa de le faire, même s'il avait accepté plus tôt. Selon son avocat, les médicaments qu'il prenait pour le cœur risquaient d'affecter les résultats du test. Pour le capitaine Rawlson, ce refus n'avait rien pour atténuer les soupçons qui pesaient contre lui. S'il n'avait rien à voir là-dedans, pourquoi refusait-il de collaborer? Étant détective en homicide, cela nous rendait soupçonneux, ce qui le rendait, lui, encore plus méfiant. Faute de preuves, l'enquête stagnait. L'agent spécial et superviseur Jennifer Eakin du bureau du FBI de Memphis fut assignée à cette affaire. Elle espérait y donner un souffle nouveau en réexaminant des pistes qu'on avait peut-être négligées. On doit envisager toutes les possibilités, et ce, dès le début de l'enquête. On ne doit pas tomber dans des spéculations sans fin sur le caractère de tel type, la nature de sa relation avec la victime, etc. Nous avons alors tenté d'identifier de nouvelles possibilités, de nouvelles pistes à explorer. L'une de ces pistes, bien que peu prometteuse, était celle de Sharon Powers, la femme qui avait déclaré que son mari correspondait à la description du suspect. Mais maintenant, elle n'était même plus certaine de ses déclarations. Elle dit à la police qu'elle s'était sans doute emportée, renforçant du même coup l'impression des agents qu'elle tentait simplement de se venger de son mari qui l'avait quittée. Bien que celui-ci ne fût pas un suspect important, les policiers désiraient l'interroger. On transmit un bulletin spécial à tous les services de police pour leur faire savoir que Gerald Lee Powers était recherché pour subir un interrogatoire. Ensuite, des agents du FBI et des enquêteurs du Tennessee visionnèrent l'enregistrement de la caméra au-dessus de la table de blackjack où Sharon avait remporté les 5 000 $ disparus avec elle. Sa pile de plus en plus haute de jetons en faisait une cible attrayante. Les enquêteurs tentèrent de voir si un homme semblait s'intéresser à elle. Mais si le meurtrier avait l'intention de la tuer, pourquoi, se demandait l'agent Aiken, avait-il attendu aussi longtemps pour passer à l'action? Il était évident qu'elle gagnait de l'argent depuis un bon bout de temps. Elle était là tard dans la nuit. Et pourtant, l'enlèvement n'avait eu lieu qu'1 heure et demie après qu'elle eût quitté ce lieu. Nous devions donc tenter de déterminer si ce meurtre avait quelque chose à voir avec sa visite au casino ou non. L'enregistrement permettait de voir Shannon, mais l'angle était tel qu'il était impossible de savoir si quelqu'un l'épiait. Les enquêteurs ne progressaient guère. Pendant qu'ils se demandaient comment continuer, l'enquête prit une tournure inattendue. Le 22 mai 1996, près d'Hebronville au Texas, soit à 1200 km de l'endroit où Shannon avait dû monter de force à bord d'une Chevrolet Beretta, un véhicule correspondant à cette description fit une embardée pour éviter de s'arrêter à un poste frontière. Le véhicule était immatriculé au Mississippi. Un patrouilleur se mit à sa poursuite, croyant que le conducteur voulait traverser illégalement la frontière ou qu'il était un contrebandier. En mai 1996, pendant l'enquête sur l'enlèvement et le meurtre d'une jeune mère du Tennessee, des patrouilleurs des douanes américaines étaient à la poursuite d'une Chevrolet Beretta Bordeaux immatriculée au Mississippi. C'était le même modèle de voiture que celui décrit par les témoins de l'enlèvement. Coincé dans une impasse, le suspect résista à sa capture. Mais il obtempéra en voyant les policiers sortir leurs armes.
Il avait en poche 14 billets de $100. Il déclara qu'il s'appelait Gerald Lee Powers, mais il n'avait aucun permis de conduire sur lui pour le prouver. On fouilla son véhicule. Il ne contenait ni drogue ni passagers illégaux. Toutefois, dans le coffre, les agents trouvèrent une arme volée enregistrée en Arkansas. La voiture fut verrouillée et surveillée par un garde armé jusqu'à ce que des agents du FBI puissent venir l'examiner plus à fond. Comme ce genre d'infraction à l'égard d'un policier aux frontières est un délit de juridiction fédérale, ce fut un agent du FBI, Evan Ray, du bureau de Laredo, qui fut dépêché sur les lieux. En vérifiant l'identité du conducteur, l'agent constata que Gerald Lee Powers avait été impliqué dans une autre altercation à la frontière mexicaine. J'ai parlé aux représentants des douanes américaines qui m'ont informé que le même jour, un individu s'était enfui et qu'il avait laissé sur le comptoir de nombreuses pièces d'identité. Nous étions donc en possession des pièces d'identité de Powers. Le véhicule était enregistré au nom de Sharon, la femme de Powers, à Clarksdale, au Mississippi. L'agent Ray découvrit également que Gerald Lee Powers avait des antécédents de violence et qu'il était recherché pour un interrogatoire relativement à l'enlèvement et au meurtre de Shannon Sanderson. Après avoir rejoint les autorités de Memphis, il se rendit à Hebronville pour examiner la voiture de Powers. Tout d'abord, la Chevrolet Beretta concordait avec la description fournie par les témoins de l'enlèvement. Les agents espéraient trouver à l'intérieur du véhicule la preuve de l'implication de Powers dans le meurtre de Shannon Sanderson. Un drap et une tête d'oreiller, de même que le tapis du coffre de la voiture, furent placés dans des sacs spéciaux. Quand on recueille des indices comme ça, on n'a aucune idée de ce que les analyses de laboratoire donneront. On doit faire de son mieux pour obtenir le maximum d'indices possibles et ensuite laisser les experts du labo faire leur travail. Il n'y avait pas lieu de trop espérer puisque l'intérieur de la voiture semblait avoir été nettoyé à fond depuis peu. À des centaines de kilomètres de l'équipe d'experts la plus proche, l'agent Ray dut improviser avec les outils de fortune dont il disposait. Une des choses que nous devions chercher, c'était des fibres et des cheveux sur la banquette arrière. Nous n'avions pas l'équipement des experts judiciaires à portée de main. J'ai donc utilisé un rouleau tout neuf, du type dont on se sert pour brosser un habit et sur lequel viennent se coller les poussières. Après avoir enlevé le siège avant, les agents trouvèrent un ongle artificiel rose par terre. Il ressemblait à ceux que portait la victime au moment de son enlèvement. Le procureur Jerry Kitchen croyait qu'il s'agissait là d'une preuve très convaincante de la présence de Shannon Sanderson dans la voiture de Powers. L'agent Ray nous a appelés pour nous dire qu'il avait trouvé un ongle au pied du siège arrière du véhicule. Cela corroborait les témoignages déjà recueillis, selon lesquels c'était à cet endroit qu'était assise la victime quand on l'avait enlevée. Les autorités de Memphis se rendirent à Laredo pour interroger Gerald Lee Powers à propos du meurtre. Celui-ci déclara qu'il ne savait rien d'autre de cette histoire que ce qu'il avait entendu aux nouvelles. Il reconnut être allé au casino le même soir, mais ajouta qu'il était parti tôt pour rendre visite à une voisine atteinte d'une maladie en phase terminale. Pendant l'interrogatoire, d'autres enquêteurs appelèrent la voisine en question à Clarksdale. Celle-ci nia avoir reçu Powers à ce moment-là. Nous n'étions pas convaincus à 100% que Gerald Powers était notre homme, mais nous trouvions étrange qu'il nous donne un faux alibi. Et bien sûr, cette voisine était très malade et avait pu se tromper parce qu'il lui avait rendu visite à maintes reprises. Les enquêteurs espéraient que la femme de Powers, Sharon, corroborerait les déclarations de la voisine. Au début, elle avait déclaré que son mari correspondait étrangement à la description du suspect à la casquette rouge aperçu par les témoins lors de l'enlèvement.
Cette fois-ci, elle ajouta que son mari fréquentait assidûment le casino où la victime avait passé sa dernière soirée. Mais elle ignorait si son mari avait rendu visite à la voisine et maintint que, selon elle, il n'avait rien à voir avec l'enlèvement et le meurtre de Shannon Sanderson. Même si de nombreux enquêteurs craignaient de perdre leur temps, l'agent Jennifer Erkin, elle, commençait à reprendre espoir. Nous sentions que Sharon Powers était ambivalente. Même si elle avait manqué de conviction en nous racontant son histoire, nous nous doutions qu'elle s'était manifestée parce qu'elle détenait peut-être d'autres informations. L'agent Erkin décida alors de prendre le temps nécessaire pour acquérir la confiance de Sharon Powers. Elle multiplia les contacts avec Sharon Powers pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps, le FBI communiqua avec Tom Scott, le directeur du service de surveillance du casino que la victime avait fréquenté avant son enlèvement. On lui demanda de vérifier si Gerald Lee Powers apparaissait sur les enregistrements des 600 caméras de l'établissement de 9000 m². Jennifer Erkin du FBI nous a donné une description sommaire du suspect et de ce qu'il portait dans la soirée en question. C'est avec ces données, comme la couleur de ses chaussures, son jean, sa veste et possiblement une casquette, que nous avons travaillé. Mais il faut rappeler que tous les jours, entre 3000 et 10 000 personnes fréquentent ce casino. Scott et son équipe visionnèrent des centaines d'heures de matériel à la recherche de l'homme à la casquette rouge et au t-shirt jaune. Ils se concentrèrent particulièrement sur la table de blackjack où Shannon avait passé presque toute la soirée. Si le suspect était resté sur place, c'eût été facile. Mais un casino est un endroit excitant et les gens aiment s'y promener et passer d'une machine à sous à une autre. Il y a aussi des restaurants et des tables de jeu. Nous n'avons pas pu retrouver cet individu sur les bandes. Les enquêteurs se tournèrent de nouveau vers Sharon Powers pour en apprendre plus sur les activités de son mari ce soir-là. Ils firent tout ce qu'ils purent pour la mettre en confiance. Une de ses voisines, qui était policière, la rassura à son tour et lui offrit son soutien. Sharon était déchirée entre sa compassion pour la victime et ses sentiments à l'égard de son mari. Elle était amoureuse de cet homme. Je crois qu'il n'était pas facile pour Sharon d'accepter le fait que la victime était la mère de 3 jeunes enfants. Elle était elle-même mère de 3 enfants et pouvait par conséquent s'identifier à elle. Peu à peu, Sharon Powers vint à bout de son dilemme. Elle se mit à s'ouvrir et à dévoiler ce qu'était la vie avec son mari, Gerald Lee Powers. Elle déclara qu'il était le maître absolu dans la maison. Ses 3 enfants nés d'un mariage précédent le craignaient, tout comme Sharon d'ailleurs. Il gardait une clochette sur le bras de son fauteuil et quand il la faisait sonner, Sharon accourait. Malgré le caractère dominateur de Powers, Sharon l'aimait réellement. Cette femme avait vécu sous l'emprise de Gerald Lee Powers pendant plusieurs années. Je crois qu'ils en étaient à 4 ou 5 ans de vie commune. Je ne veux pas dire qu'elle aimait ce style de vie, mais je crois qu'elle s'y était habituée. Cela allait contre ses valeurs d'être déloyale envers lui. En dépit de ses appréhensions, Sharon continua de s'ouvrir aux enquêteurs. Le 19 avril, soit le jour même de l'enlèvement de Shannon Sanderson, Gerald était très nerveux en rentrant à la maison. Sharon était en colère parce qu'elle croyait qu'il avait passé la nuit avec une autre femme. Elle remarqua alors du sang sur son t-shirt et une coupure à son bras. Il lui répondit qu'il était tombé au casino. Même si Sharon ne crut pas un mot de ce qu'il lui dit, elle n'insista pas. Maintenant, elle refusait d'en dire davantage à la police, comme son mari d'ailleurs. Sans quelque chose de plus solide, le procureur Jerry Kitchen ne pourrait pas faire accuser Gerald Lee Powers. Nous n'avions alors rien de concret sur son implication,
juste notre instinct qui nous disait que c'était lui le coupable. Mais à ce moment-là, nous n'avions pas encore en main les résultats du labo. Les enquêteurs espéraient que le FBI pourrait les aider à prouver que Gerald Lee Powers était bien celui qui avait enlevé puis tué Shannon Sanderson, cette mère de 3 enfants. À l'été 1996, après que Gerald Lee Powers eut été inculpé de l'agression d'un patrouilleur des douanes au Texas, le FBI et les enquêteurs de Memphis le croyaient également responsable du meurtre d'une mère de 25 ans. Mais les preuves matérielles leur manquaient. Ils espéraient que la femme du suspect, Sharon Powers, pourrait leur fournir encore d'autres éléments. Bien que réticente au début, après quelques rencontres s'échelonnant sur plusieurs semaines, elle fut bientôt de plus en plus à l'aise. Elle s'ouvrit enfin à l'agent spécial Jennifer Aiken du FBI. Quand elle nous a raconté toute l'histoire, nous avons entendu un véritable récit d'horreur. Il a épié et suivi cette victime avant de l'enlever. Puis, il l'a conduite dans un secteur isolé pour lui prendre non seulement les 5 000 $ qu'elle avait remportés, mais aussi ses bijoux. Les déclarations de Sharon étaient convaincantes. Maintenant, pour faire accuser Gerald Lee Powers de meurtre, il faudrait trouver des preuves pour les corroborer. Dans ce but, Sharon déclara que son mari s'était débarrassé de son arme dans un canal abandonné près du casino au Mississippi. Le capitaine de la police de Memphis, Richard David Rolson, se rendit sur les lieux avec des plongeurs pour effectuer des recherches. Les plongeurs du bureau du shérif ont plongé dans ce trou et ont exploré le fond centimètre par centimètre pour mettre la main sur ce pistolet. Nous ne l'avons jamais retrouvé. C'est alors que Mme Powers s'est ravisée et nous a dit qu'il avait jeté l'arme dans le fleuve, à environ 100 mètres de là. Le courant à cet endroit du fleuve Mississippi était bien trop fort pour qu'on puisse y plonger. Ainsi, on se retrouvait avec plus de questions que de réponses, et il était impossible de savoir si Sharon Powers leur avait dit la vérité. Celle-ci parla alors aux policiers de la conductrice d'un autobus scolaire du Mississippi, qui, selon ce que lui avait raconté son mari, l'avait peut-être vu se débarrasser du corps de Shannon. Les policiers retracèrent la conductrice qui corrobora les déclarations de Sharon. À 7 heures du matin, environ 2 heures après l'enlèvement de Shannon Sanderson, la conductrice avait remarqué une Chevrolet Beretta Bordeaux reculée dans un chemin de terre sur une propriété inhabitée. C'était là que les nouveaux propriétaires avaient retrouvé le corps. La conductrice n'avait toutefois pas vu qui se trouvait derrière le volant, ni noté le numéro de plaque d'immatriculation. Les enquêteurs se tournèrent ensuite vers Tom Scott, le directeur de la surveillance du casino, en vue de pousser encore les recherches. Cette fois, il disposait des informations de Sharon Powers quant au jeu que préférait son mari dans l'établissement de 9000 mètres carrés. Nous avons procédé à une reconstitution et refait le trajet du suspect tel qu'il aimait le faire. Nous avons obtenu certains enregistrements et sommes finalement parvenus à l'identifier à partir de ses chaussures à un endroit précis où il se tenait debout. Nous avons tiré de nombreux autres plans où apparaissaient ces mêmes chaussures. Puis, nous avons mis des jambes sur ces chaussures et nous avons pu identifier une personne en plan éloigné qui, de l'étage où elle était, regardait en bas. Nous l'avons vu prendre l'escalier roulant pour descendre au niveau où la victime jouait. Nous avons même pu suivre le suspect alors qu'il empruntait la porte principale. L'enregistrement était convaincant et confirmait que Gerald Lee Powers était bien au casino ce soir-là. Mais cela ne prouvait nullement qu'il avait enlevé ou tué Shannon Sanderson. Selon Sharon Powers, son mari avait enterré les bijoux de la victime sous un vieux canapé abandonné à l'arrière d'un bar après les avoir enveloppés dans du papier d'aluminium. Les enquêteurs se rendirent sur les lieux. Exactement comme l'avait dit Sharon Powers, les enquêteurs trouvèrent la petite boule d'aluminium.
À l'intérieur se trouvait de la pellicule plastique rose et des bagues identifiées plus tard par le mari de Shannon. Maintenant, on pourrait vérifier si c'était bien Gerald Lee Powers qui les avait enveloppées. Les enquêteurs se rendirent chez lui et trouvèrent de la pellicule plastique identique dans sa cuisine. On envoya le rouleau de même que les bagues au labo pour les faire comparer. En attendant les résultats, on examina l'ongle artificiel rose trouvé dans la voiture de Powers suite à son arrestation au Texas. À partir de photos d'autopsie, les enquêteurs remarquèrent qu'il manquait au moins 2 ongles à la victime. Si celui qu'on avait retrouvé était semblable à ceux qui lui restaient, cela prouverait qu'elle s'était bien trouvée dans la voiture de Powers le soir de son enlèvement. Malheureusement, le corps de Shannon avait été enterré. Malgré l'opposition du mari de la victime, le juge ordonna l'exhumation du corps. Au début de juillet, soit 3 mois après le meurtre, les enquêteurs récupérèrent le corps de Shannon Sanderson. On recueillit les ongles qui restaient et on les envoya au laboratoire pour les faire comparer aux autres. Les résultats furent négatifs. L'ongle dans la voiture n'était pas celui de Shannon. Il fallait espérer que les autres indices au labo du FBI à Washington fourniraient des résultats plus prometteurs. Après avoir ouvert la boule de papier d'aluminium, les experts retirèrent la pellicule plastique rose qui entourait certaines bagues. Le FBI espérait relier Gerald D. Powers à ces bagues. Pour ce faire, on commença par comparer la pellicule plastique à celle qu'on avait recueillie chez lui. L'agent qui a fait l'examen nous a dit que ce n'était pas le dernier morceau de plastique qu'on avait arraché du rouleau, mais qu'il était exactement identique au reste du rouleau, en termes de polymère, de teinture et tout le reste. Cela indiquait qu'on s'était servi de la pellicule de ce rouleau pour envelopper les bagues. C'était la première preuve judiciaire qui reliait Powers et sa victime. Mais il restait encore beaucoup à faire. On obtint une preuve encore plus convaincante à partir d'une minuscule fibre trouvée dans la voiture pourtant immaculée de Powers. Nous avons trouvé la fibre d'une robe dans le véhicule qu'il conduisait. Fibre qui provenait de la robe de la victime. C'était très significatif. Les autorités étaient maintenant convaincues de la culpabilité de Gerald D. Powers dans le meurtre de Shannon Sanderson, mais elles ne pouvaient pas encore écarter l'hypothèse d'un meurtre sur commande. Les hommes du passé de Shannon pouvaient tous avoir des motifs de l'avoir morte. Le procureur de Memphis, Jerry Kitchen, décida de tenter le tout pour le tout en essayant d'obtenir ces informations de la part de Powers lui-même. Nous sommes allés à Laredo pour y interroger l'accusé, avant de le faire inculper de meurtre. Nous étions prêts, s'il coopérait et s'il prouvait que quelqu'un d'autre était impliqué, à lui épargner la peine de mort. Mais il n'a pas pu nous donner la moindre information. Ça nous a persuadés qu'il avait agi seul et que personne d'autre n'était impliqué dans cet enlèvement et ce meurtre. Nous l'avons alors fait inculper. Powers a eu tout le loisir de planifier ce meurtre. Il a surveillé sa proie pendant plusieurs heures au casino. Puis il l'a suivie en voiture pendant 1 heure jusqu'à Memphis. Il aurait eu le temps de changer d'avis, mais il s'est entêté à la suivre. Il a enlevé cette mère de 3 enfants, l'a volée, puis tuée à bout portant. La cour criminelle du Tennessee n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour sceller le destin de Powers. Après avoir délibéré pendant 15 minutes, le jury a recommandé la peine de mort pour le meurtre de Shannon Sanderson. Gerald Lee Powers attend présentement son exécution à la prison à sécurité maximum de River Bend, au Tennessee.